Juin, Jean-Pierre Lacroix, de son intervention. Nous remercions le représentant permanent de la Sierra Leone en sa qualité de président du comité 1533. Nous avons écouté avec attention le docteur Mohamed Javid Abdelmoneim. Nous saluons la participation de la ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la diaspora, Madame Wagner, et nous saluons la présence du Burundi et du Rwanda. Malheureusement, cette séance se tient alors qu'il y a une escalade dans le sud Kivu suite à l'offensive du M23. Nous avons dit maintes fois que nous suivons avec préoccupation l'évolution des événements dans cette province. Uvira, qui est à la frontière avec le Burundi, est menacée depuis quelques mois d'encerclement et d'offensive de la part du M23. Cette situation, quelques jours après le sommet à Washington, montre à nouveau que la diplomatie internationale n'apporte pas de résultats sensibles et n'influe pas sur la situation sur le terrain de manière substantielle. Nous ne constatons pas de cessez-le-feu ou d'armistice. Cela reste lettre morte. La région des Grands Lacs se rapproche de plus en plus d'un affrontement armé interétatique de grande ampleur. Nous appelons à un cessez-le-feu et à se concentrer sur des mesures réelles pour régler la crise et permettre des conditions normales pour les civils de tous les pays de la région. Le Rwanda et la RDC doivent commencer à exécuter la résolution 2773 et cesser de coopérer avec le M23 et les FDLR. Tant que ces ingrédients élémentaires seront ignorés, la situation ne fera que se dégrader. Je souligne que nous appuyons tous les efforts internationaux qui visent une fin du conflit armé à l'est de la RDC et une paix durable tant attendue pour les Congolais et leurs voisins. Il ne doit pas y avoir de doute là-dessus. Toutefois, les accords signés à Washington et Doha doivent être évalués à l'aune de la manière dont ils sont exécutés. La situation dans le sud Kivu montre le rapport réel des acteurs du processus de négociation, le rapport réel des acteurs vis-à-vis du processus de négociation, malgré les signatures qu'ils ont imposées. De nombreux casques bleus ont perdu la vie dans l'est de la RDC, alors qu'ils cherchaient à stabiliser la situation. Nous notons le rôle de Madame Bintou Keïta, chef de la MONUSCO. Toutefois, dans ces conditions, la MONUSCO demeure otage de cette escalade d'affrontements entre les États de la région. La MONUSCO, depuis près d'un an, depuis l'escalade de janvier, se trouve dans cette situation suite aux actions du M23. Plus de 40% du personnel de la mission est enfermé dans les faits dans les complexes de l'ONU dans un territoire qui est contrôlé par le M23 dans le Nord Kivu. Nous avons rappelé que cette situation était inacceptable et ne devait pas durer. Toutefois, certains collègues du Conseil et appuyés par certains membres du secrétariat nous ont convaincus qu'il fallait attendre encore un peu et que le résultat de la médiation internationale permettrait de ressusciter la MONUSCO. La mission aurait pu jouer un rôle important d'appui au règlement de la crise, notamment s'agissant du suivi du régime de cessation des hostilités. Toutefois, au vu de l'évolution de la situation dans le sud Kivu, il est évident que les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui. Il aurait fallu se dépêcher et proposer des solutions extraordinaires plus tôt. Aujourd'hui, il faut être extrêmement prudent. Tout amendement majeur dans le mandat de la MONUSCO doit tenir compte de la situation réelle sur le terrain et se faire fond sur des recommandations précises et détaillées du secrétariat. Seule cette approche permettra à la mission de reprendre ses activités.
Nous sommes prêts, je le souligne, à travailler avec les collègues du Conseil pour formuler des instructions à l'intention du secrétariat pour qu'il nous présente des options de participation de la MONUSCO à la surveillance du régime de cessez-le-feu et pour permettre une adaptation de la mission au vu de la situation actuelle. Toutefois, nous n'acceptons pas des initiatives mal élaborées qui ne tiennent pas compte de la réalité. Imposer ces solutions pour des raisons politiques ne fait qu'aggraver la situation de la MONUSCO et entame encore plus avant la réputation des opérations de paix. Je vous remercie. Je remercie la Fédération de Russie. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bongandanga, construction d'une centrale de 300 kW crête pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les 2 sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. ANSER, pour un nouveau jour sur la RDC.